Hello, salut à tous et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser ce débat qui a eu lieu sur BFM Business concernant effectivement l'annonce faite par le gouvernement américain de suspendre pour l'instant les deux plus grands derniers modèles côté anthropique, à savoir Fable 5 et Mythos. Donc, une fois de plus, ça tombe bien parce que ça rentre vraiment en ligne de compte avec ce que je vous dis déjà depuis un certain temps concernant la souveraineté de l'intelligence artificielle et notamment en ce qui concerne l'Europe particulièrement. Donc, qui suis-je pour celles et ceux qui me découvrent sur cette chaîne pour la toute première fois? Je m'appelle Gabriel, je suis SPIA, ingénieur et créateur moi-même de mon propre système d'intelligence artificielle et qui permet justement de rendre la France, entre guillemets, euh, plus souveraine en matière de système autour de l'intelligence artificielle, notamment à travers un agent intelligent qui exploite les données françaises. Et donc aujourd'hui particulièrement, nous avons en France la plateforme DataGouv, d'ailleurs que vous voyez ici, qui est très très riche, qui possède un certain nombre de quantités de données assez volumineuses, mais non exploitées de manière efficace. Et donc la raison pour laquelle j'ai créé mon agent intelligent, c'est justement de permettre à tout citoyen, à toute personne voulant interroger l'ensemble de tous les datasets qui se trouvent sur la plateforme DataGouv et bien d'autres datasets effectivement qui se trouvent sur les fiches services publics, de pouvoir requêter à travers des questions variées sur des tâches ou des requêtes liées à la relation entre le citoyen et l'État français. Voilà, donc la plateforme en question est déjà disponible en version bêta, testing. Vous pouvez déjà d'ores et déjà tester cela aujourd'hui. Et donc, effectivement, nous allons suivre le débat sur BFM Business qui montre comme ça le fait que aujourd'hui, quand on parle de l'IA, il faudrait changer d'approche dans le sens où il ne faudrait plus voir ces outils-là comme des simples outils, mais effectivement comme des armes puissantes avec lesquelles il faut vraiment s'y prendre lorsqu'il s'agit de parler de souveraineté. Donc, je vais lancer le débat et je vais vous donner mes analyses et avec le débat au fil du lot, je vais vous donner quelques insights de ce qu'il faudrait faire potentiellement et surtout notamment dans cette quête de souveraineté ou dans ce rattrapage, si rattrapage il y a, même si je n'y crois pas trop à cet instant, pour plusieurs raisons que je les souderai bien sûr plus tard dans la vidéo. Donc c'est parti, on like, on s'abonne et on partage et on va commencer donc le sujet de la vidéo. Commence avec vous, André Lezecou-Pietri. Je rappelle donc que le gouvernement américain a contraint Anthropic à couper l'accès à ces deux dernières IA, Mythos 5 et Fable 5, qui venaient de sortir. Alors d'abord, on pensait qu'il comptait le réserver uniquement aux citoyens américains, et finalement, c'est tout le monde qui a perdu cet accès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, pour décrypter ça un tout petit peu, les modèles d'IA les plus avancés d'Anthropic, qui aujourd'hui considérés comme ceux qui font les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, ont été coupés par le gouvernement américain vendredi soir, sans aucune consultation de quiconque, de leurs alliés évidemment. Et Anthropic, sur ce, a décidé d'aller même plus loin en disant « bon, je vais couper ça à tout le monde, même aux citoyens américains ». Parce qu'en réalité, ils ne sont pas capables de faire la différence, même dans leurs locaux, entre citoyens américains et non-américains. Mais le vrai choc, c'est que... Alors, le vrai choc, pour ceux qui n'ont pas regardé ce qui se passe... Oui, tout le monde est... Vous savez, j'insiste souvent ici sur le fait que l'Europe est le continent de la surprise stratégique, la classe politique française et la classe de la surprise stratégique. Les gens qui s'en étonnent sont juste des gens qui n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que la plupart de nos dirigeants... Enfin, c'était gros comme une maison que ça allait arriver. On pourrait parler... Ça vous a pas surpris, vous, cette décision ? Non, parce que déjà, il y a 3 mois, le modèle Mythos avait été supprimé un petit peu en catastrophe pour une raison très spécifique, c'est qu'on se rendait compte que ce modèle permettait en fait de détecter des failles informatiques dans tous les systèmes, même celles qui existent depuis. Alors, donc ici, je vous ai montré en live
la déclaration, le statement côté Anthropic qui effectivement, confirme, enfin, publie sur son site internet. Donc on est bien effectivement sur, le site internet d'Anthropic qui, effectivement, fait état de lieu du shutdown des 2 derniers grands modèles Fable 5 et Mythos concernant l'accès aux États-Unis, que ce soit, pour les citoyens américains comme pour les citoyens étrangers. Parce que, derrière effectivement au départ, le gouvernement américain voulait uniquement que ce soit accessible que pour les Américains, mais Anthropic effectivement a décidé de brancher, cela pour tous ses utilisateurs tout simplement, voilà. Et donc vous avez effectivement dans cette déclaration, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en face d'une guerre, d'une bataille. Et dans plusieurs précédentes vidéos, je faisais déjà référence au fait que les États-Unis comme la Chine se livrent bataille à ce niveau-là, de savoir qui aura le contrôle et la mainmise sur les derniers modèles d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on en a la preuve en face de nous. Donc, poursuivons l'écoute de la vidéo, mais il y a beaucoup de choses derrière qui se cachent cet arrêt-là. Bien sûr, évidemment, l'aspect sécurité, des défenses de sécurité intérieure ou extérieure d'ailleurs, enfin, du gouvernement américain, mais derrière, c'est l'invocation de cet aspect de sécurité. Ça a fait appel pardon, à plusieurs autres raisons derrière géopolitiques dont on pourrait supputer, mais qui évidemment ne peuvent être que des émanations du gouvernement américain. Et donc, on ne peut que subir parce que, voilà, tant que vous n'avez pas votre propre modèle, donc vous n'êtes pas indépendant et par conséquent, vous allez dépendre de la manière dont le président américain, en l'occurrence Donald Trump, va se réveiller un matin et dit bah, écoutez les gars, c'est bien beau vos modèles là, mais vous allez me les débrancher parce que ah bah, défense intérieure du gouvernement américain. Voilà. Voilà encore une fois de plus un appel aux dirigeants européens, à l'Europe de manière entière, ayant déjà raté le cloud. Je ne vois pas trop comment, en tout cas avec, la manière dont le gouvernement, européen fonctionne et notamment en France, je ne vois pas trop comment ce retard pourrait se rattraper aussi vite. Mais disons que s'il y a une volonté, il faudrait quand même mettre beaucoup de paquets, beaucoup de moyens en œuvre pour ne serait-ce que, faire partie justement de cette, compétition entre Chinois et Américains pour l'instant. Depuis 10, 20, 30 ans les plus dangereuses en quelque sorte. Donc toutes les institutions financières, juridiques, en fait tout ce qui est transactionnel était en fait en risque. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que la créature est en train un petit peu d'échapper à ses auteurs, à ses créateurs. Et donc pour la première fois les États-Unis qui étaient vraiment dans l'attitude du laisser-faire ont décidé d'arrêter. Là la décision a été plutôt saluée. Oui. C'est-à-dire que finalement bon il y avait un vrai risque. Là aujourd'hui l'IA entre de plein pied dans le monde géopolitique. Ce n'est plus un outil informatique, ce n'est plus une technologie, c'est aujourd'hui une arme. On pourrait parler, il y a eu en 57 le choc Spoutnik pour les Américains qui pour la première fois voyaient que les Soviétiques arrivaient à mettre un satellite dans l'espace. C'était pas le satellite, c'est le fait que la fusée était ensuite ce qu'on appellerait un missile intercontinental et permettait d'atteindre les États-Unis. Aujourd'hui, les Européens découvrent avec stupeur que en fait tous leurs ingénieurs, leurs sociétés, leurs scientifiques travaillent sur les modèles les plus avancés et Washington peut débrancher ça d'une décision un vendredi soir. C'était prévisible, Isabelle. Alors, culture générale également aussi, dans les années 90, si vous étiez informaticien dans les années 90 aux États-Unis et si vous faisiez à l'époque donc de la cryptographie ou cryptographe ou cryptologue, aujourd'hui ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique par exemple, sorti du territoire américain avec un code dans lequel il y avait potentiellement un chiffrement, bah ça c'était quelque chose d'interdit. Et il fallait passer évidemment par les services secrets américains, NSA, Pentagone, pour vérifier son code avant de sortir du territoire américain. Donc à l'époque, par exemple, disons que vous aviez, écrit votre code, vous l'aviez mis dans un CD-ROM, pour les plus jeunes peut-être qui n'ont pas connu,
le support CD-ROM, d'accord? Et ça, à l'époque, il fallait faire, entre guillemets, «montrer grâce» auprès des services tels que la NSA à minima pour vérifier que son code ne respectait en tout cas, un certain nombre de contraintes, voilà, validées par le gouvernement américain. On parlait donc de la cryptographie dans les années 90. La cryptographie qu'aujourd'hui, vous utilisez de manière plus simple dans vos téléphones, dans vos identifications, authentifications et tout le reste. Mais dans les années 90, c'était considéré comme quelque chose de très, très dangereux. Ce que je dis par là, c'est quoi? C'est que je suis en train de vous faire comprendre le parcours que l'IA comme ça est en train de subir. Aujourd'hui, nous sommes en 2025-2026, donc d'ici 10 à 15 ans et voire plus loin, ce qui se passe là actuellement, bah, on aura des armes beaucoup plus puissantes, des IA d'autant plus très, très puissantes, par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est que ce ne sont pas uniquement que des simples outils. Oubliez l'aspect, j'utilise l'IA au quotidien pour, poser un certain nombre de questions sur ma vie privée, sur, un certain nombre de connaissances générales, corriger ses fautes de grammaire, envoyer un email. Si vous utilisez l'IA pour ce type d'action-là, bah, vous ne comprenez pas réellement les enjeux qui se cachent derrière. Parce que vous avez le gouvernement américain, là en l'occurrence, donc le Pentagone, tous les services secrets américains qui veulent mettre la main intégralement sur l'architecture qui sous-tend Anthropic, enfin tous les agents modèles d'Anthropic derrière. Vous aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, pour un abonnement de 20-21 $ à peu près, vous avez également aussi accès à un outil tel que Claude Opus ou d'autres modèles d'Anthropic. Quasiment, en termes de puissance, on a quasiment tous accès à la même puissance de calcul. Mais la différence entre deux utilisateurs, c'est la vision et les enjeux qui se cachent derrière. Et le gouvernement américain, évidemment, ne va pas utiliser Anthropic, enfin une architecture telle que Fable 5 ou Mythos pour corriger les fautes de grammaire. Vous voyez bien ce que je veux dire? Donc, en termes de réflexion et d'enjeu, ça va au-delà des performances, de ce qui est simplement déclaré dans les usages que les gens en font au quotidien. Ayez conscience de ça pour prendre réellement l'état, la vraie mesure de la force de frappe que vous avez en face de vous lorsque vous utilisez des solutions d'intelligence artificielle. On peut faire beaucoup de choses avec ces outils-là quand on a compris réellement ce qui se cache derrière et le potentiel réellement de ces outils. Poursuivons le débat. Oui, et Ce qui se passe là. c'était d'autant plus prévisible qu'effectivement, la première décision avait été prise par les équipes d'Anthropic. Oui. Lorsque vous évoquiez le fait qu'il y a 1 mois et demi, Mythos 5 avait été, de la part des équipes d'Anthropic, arrêté parce que effectivement, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de garde-fous pour éviter de mettre à plat tous les systèmes d'information, comme l'a très bien expliqué André. Mais là, ce qui est tout à fait étonnant, enfin pas étonnant, dans la continuité de la séquence Trump, le 2 juin, Trump a signé un décret autorisant l'administration à bloquer n'importe quel modèle d'IA dans le premier mois de son lancement s'il était réputé comme nuisant à la sécurité nationale. Ça veut dire que Washington prend les pleins pouvoirs sur l'entreprise privée, là. Une continuité de ce que veut l'administration Trump, c'est-à-dire une mainmise complète sur les modèles d'IA. Et il l'utilise comme une arme de négociation. Je rappelle que Trump n'était pas censé venir il y a 2-3 jours à Évian, il n'était pas sûr de venir, Oui. il était en pleine négociation. Et depuis effectivement 2 jours, il bloque Mythos, il fait des annonces contre les GAFAM, donc il utilise ces outils comme véritablement un outil de pouvoir et de négociation. Qui pourrait aller jusqu'à une nationalisation, c'est un scénario qui s'y... Alors, quand je lis ici dans le manifeste de statement que Anthropic a publié concernant cette suspension-là, ils disent bien ici que effectivement, ils ont pris des précautions de sécurité, des mesures de sécurité vraiment très drastiques pour éviter une potentielle mal utilisation, usage
de leur modèle, donc en l'occurrence ici Mythos. Et donc, même en l'occurrence, ayant même pris ces mesures-là, jusque-là, ça n'a pas suffi à convaincre le gouvernement américain de laisser passer cette version débridée des Mythos. Donc, vous voyez bien que ça prouve une fois de plus la puissance, malgré tout. Donc, malgré qu'Anthropic ait pris des mesures de sécurité vraiment très, très drastiques, le gouvernement américain, ça n'a pas suffi à convaincre, dans le fond, le gouvernement américain de laisser passer un accès à Mythos. Donc, une fois de plus, ça démontre qu'un Mythos, en l'occurrence, est très, très puissant. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce statement qui est intéressant enfin, derrière, à comprendre dans la motivation qui a rendu public donc ce manifeste. Je vais juste continuer la poursuite de la vidéo et on va voir d'autres. Circule, et je crois qu'il est même porté par le patron d'Anthropic, Dario Amodei, d'une nationalisation d'ici 2 ans. C'était un peu sa prévision des grandes boîtes de l'IA américaines. Alors, Mais j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil. Il y avait déjà eu un MacBook, c'était pas un MacBook, c'était un Macintosh au début des années 2000 qui avait pour la première fois, je crois, dépassé le milliard d'opérations par seconde Oui. et qui avait été d'un coup interdit de commercialisation aux États-Unis. D'ailleurs, Apple avait fait du judo là-dessus et avait retourné ça en montrant sur une publicité un tank et un Apple en disant, bah, vous voyez, tout ça a un impact sur la sécurité nationale. Il faut bien voir qu'aux États-Unis, le mot de national security, sécurité nationale, est tellement large Oui. que l'acception peut revêtir tout ça. Et là, pour le coup, sur le coup des modèles IA, donc rien de neuf. La surprise à la fois politique et technologique, elle est incroyable. Mais par contre, juste un point, il faut aussi qu'on arrête l'illusion, parce que j'entends des gens dire maintenant il faut tout mettre sur Mistral. Je rappelle, et Dieu sait que j'adore Arthur Mensch, Mistral, Oui. etc. Mistral est classé 54e du dernier classement des modèles. Ils ne sont pas dans ce qu'on appelle les modèles frontières. Tous les autres au-dessus de Mistral sont chinois ou américains. Donc quand j'entends maintenant il faut tout faire pour que Mistral gagne, non, c'est pas ça la bonne stratégie. Ah. La bonne stratégie, c'est de mettre le paquet sur plein de modèles différents, de s'assurer qu'on travaille au niveau européen et que la France n'a pas son modèle français, l'Allemagne n'a pas son modèle allemand. C'est vraiment un changement de logiciel complet dont je pense Et c'est pas ce que qu'on fait nos dirigeants aujourd'hui. actuels sont totalement incapables. Thomas Grébin. Moi, je pense qu'il y a deux choses en complément. Alors, s'il faut donner de la puissance à Mistral, bien sûr, je suis d'accord, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais effectivement, je rejoins les propos de cet interlocuteur. Effectivement, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique. Donner de la puissance à Mistral, effectivement, c'est fait deux choses en l'occurrence. La puissance des données et la puissance énergétique. Aujourd'hui, il faut bien comprendre ce qui se passe. La bataille sur l'IA se joue sur 2 terrains. Je dirais même, alors, sur un terrain en particulier, mais le second terrain est plutôt une liaison, une conséquence du premier terrain. C'est premièrement la bataille énergétique. Je reviendrai et je vous dirai derrière qu'est-ce qu'il y a. Et ensuite, la bataille des données, des data. La bataille énergétique, c'est quoi? C'est la construction des data centers. C'est la puissance de calcul, tout simplement. Il vous faut une puissance de calcul phénoménale. On va toujours plus dans le quantitatif. OK? C'est pourquoi vous voyez bien aux États-Unis, donc où vous avez Donald Trump qui regroupe des patrons de plusieurs banques, de plusieurs startups. On l'a vu dernièrement avec son plan Stargate là, de plus de 500 milliards de dollars pour construire des data centers partout aux États-Unis et même dans une certaine moindre mesure en Europe. Première chose. Et bon, juste peut-être pour terminer avec cela, c'est que qui dit construction de data centers veut dire effectivement avoir la souveraineté sur sa capacité énergétique. Le nucléaire, la production de l'énergie tout simplement. Je parle du nucléaire parce que on voit bien comme ça que la France est en train de dégringoler avec sa position idéologique sur le nucléaire. Donc, il faudrait que, donc je parle de la France parce qu'en Europe, je ne vois que la France pour l'instant qui a vraiment cette capacité première. Mais après, justement, cette capacité
énergétique, il faut évidemment construire des data centers le plus rapidement possible. OK? C'est ça qui vous donnera cette puissance de calcul. Et aujourd'hui, Mistral demande, si vous avez suivi dernièrement, en dernière date, la prestation du CEO Arthur Mensch dans une session parlementaire, qui faisait étalage comme ça du fait que Mistral a besoin du soutien de l'État pour avoir plus de capacités de production énergétique, parce que derrière, il faut de l'entraînement des modèles, il faut la création de nouveaux modèles, et donc il faut aller à la bataille de la création des modèles frontières. D'accord? Donc, avoir des modèles vraiment ayant beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de temps de traitement et beaucoup plus d'efficience dans le calcul, dans la miniaturisation des composants, d'accord, du côté GPU. De l'autre côté maintenant, c'est la bataille des données. Les données, nous en avons à foison. Par exemple, je vous ai pris en l'espèce le cas d'espèce ici de la plateforme DataGouv. Vous avez des données, la plateforme des données publiques françaises, entre autres. Mais la question des données aujourd'hui, c'est avec de l'open data, nous avons quasiment partout dans le monde entier. Mais les deux sont liés. Vous avez d'un côté la souveraineté sur votre énergie et sur vos capacités à construire le plus rapidement possible. Il faut toujours allier la capacité à la vitesse d'exécution. Là où les Chinois et les Américains ont très bien compris cela. Les Chinois aujourd'hui sont capables de construire des data centers beaucoup plus rapidement, aussi rapidement que les Américains d'ailleurs. Donc ça va de pair. Et de l'autre côté maintenant, bien sûr, l'exploitation des données. Les données en Chine sont très très fermées, contrairement en Occident ou aux États-Unis ou en Europe. Vous pouvez voir un acteur public ou un acteur côté chinois tel que DeepSeek qui peut exploiter les données françaises, contrairement à un acteur français qui ne pourrait pas le faire sur les données chinoises. Donc, ce sont des stratégies comme ça de combat et de rattrapage, de course dans cette compétition dans l'IA. Il faut avoir cela en tête lorsqu'on parle justement de la bataille féroce qui se joue au niveau des modèles frontières. Qui sont intéressantes dans la décision de Donald Trump, c'est d'une part, ce qui était un peu l'anomalie, c'est le fait que l'administration américaine avait si peu de contrôle sur ces géants de l'IA. C'est-à-dire que quand on prend les révolutions technologiques précédentes, il y avait quand même un contrôle beaucoup plus fort du Pentagone ou enfin de l'administration américaine sur ces technologies. Or là, vous avez des géants qui voulaient contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur, et où l'État américain était quand même relativement loin. Donc là, la première chose, c'est du point de vue américain, il y a quand même une reprise en main, et ça, on peut penser que c'est quand même relativement positif que ce soit l'État qui ait une forme de contrôle face à ces géants privés qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc ce que je vous entends, c'est qu'on allait mettre en l'air un système dangereux, et heureusement que le politique... Mais a mis l'eau là. En tout cas, c'est pas ce qu'on entend, hein. C'est intéressant. En tout cas, du point de vue américain, je pense que quand même, Anthropic, il y avait quand même le dirigeant d'Anthropic qui lui-même disait qu'il faudra à un moment une reprise en main. Donc c'est un peu, il a été servi si on peut dire. Mais donc ça, c'est un peu du point de vue américain. C'est qu'est-ce que fait la puissance publique face à ces géants privés qui étaient de plus en plus autonomes. Et le deuxième point, c'est nous Européens. Et c'est vrai que là aussi, il y a un peu une anomalie historique, c'est qu'on n'a jamais eu un tel niveau de dépendance. Là aussi, vous reprenez les grandes révolutions technologiques, soit le microprocesseur dans les années 70, le développement d'Internet dans les années 90, les smartphones dans les années 2000, le cloud dans les années 2010. Etc., on n'avait pas une telle dépendance aux États-Unis. Aujourd'hui, on estime que notre déficit commercial numérique, il est autour de 275 milliards, c'est-à-dire presque 1,5% du PIB européen, et puis aurait monté jusqu'à 2% du PIB européen en 2030. Donc on est en train d'avoir une dépendance de plus en plus forte aux États-Unis, et ça veut dire aussi un transfert de richesse de l'Europe vers les États-Unis. Juste un chiffre, ce transfert de richesse au niveau français, ça pourrait représenter en 2030 le budget de l'éducation nationale. Isabelle, puis... Oui, je pense que le point sur l'autorégulation aux États-Unis et le fait qu'à un moment donné, il faille en mettre des limites est absolument clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le pouvoir à quelques oligopoles et à quelques
Alors, il y a une petite précision ici qui n'est pas réellement explicite ou explicitée dans ce débat. Alors, cette dame, évidemment parle de l'autorégulation et même bien avant, j'ai entendu que, enfin, il y a quelqu'un sur le plateau, une dame qui a parlé du fait que, c'est une bonne chose, cette reprise quand même en main, par le gouvernement américain parce que cela voudrait dire que le gouvernement américain met un stop et donc le politique ici vient quelque part avec, une idée de prendre les choses en main dans une forme de contrôle, de régulation. Alors certes, on peut l'interpréter ainsi, mais derrière ce qui n'est pas explicite, ce qui n'est pas clair ou ce qui n'est pas clairement énoncé, c'est que il faut revenir toujours au parcours de toute technologie. Toute technologie, donc internet, la cryptographie que je vous ai cité tout à l'heure, la blockchain, aujourd'hui l'IA, bref, toute cette technologie-là, le GPS, entre autres, toute cette technologie-là provient d'abord d'une création du militaire et en l'occurrence, depuis, quasiment plus de 50 ans à peu près, c'est le gouvernement américain ou depuis la Seconde Guerre mondiale, on va être un peu précis là-dessus, c'est le gouvernement américain qui met en place ces technologies-là, ces joujoux-là. Vous avez internet parce que, bien à l'avance, le gouvernement américain, les services du Pentagone et les services américains ont très bien utilisé internet dans, toutes ses formes de capabilities, de possibilités, de champs d'exaction. Et donc, quand on libère internet aux entreprises privées, aux géants américains, donc que ce soit privé, ou public, c'est parce que le militaire, le Pentagone s'est déjà assuré que, d'un point de vue civil, bah, il y a quasiment plus rien à en tirer là-dedans. D'accord? Il y a plus rien à en tirer dans le cadre de menaces vis-à-vis de la sécurité intérieure ou d'une menace, vis-à-vis du gouvernement américain. Donc tout ce qui va venir après, ça ne sera que l'aspect pardon, commercial derrière en tirer. On va dire plutôt des retombées, commerciales. Bah, ici, vous avez la même chose avec l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si les services du Pentagone ont estimé que Mythos 5 ou Fable, par exemple, malgré les déclarations apportées par les dirigeants d'Anthropic, si ces derniers outils-là, ces derniers joujoux, heu, malgré qu'Anthropic apporte un certain nombre de garanties, bah, le gouvernement américain estime que ces outils-là ne sont pas pour l'heure, possibles ou, d'être réellement donnés en toute liberté à tout utilisateur dans le monde entier. C'est parce que, conclusion, l'armée américaine n'a pas encore totalement testé toutes les capabilities ou ne s'est pas encore réellement assuré que tous les tests sont ouverts concernant la sécurité des États-Unis. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, à la main d'un certain nombre de personnes ayant des idées un peu mal intentionnées, cela pourrait causer des dommages pour les États-Unis. Donc c'est réellement cette bataille-là, c'est vraiment en fait, c'est cette idée-là derrière plutôt qui motive le gouvernement américain, plutôt que l'aspect régulation, même si ça a un impact forcément, bien sûr, puisque on pourra toujours dire que c'est parce qu'il faut réguler les IA, il y a le côté danger, on va voilà. Mais danger pour qui? Il faut se poser la question derrière dans ce sens-là. Pour d'abord la sécurité intérieure des États-Unis, et même extérieur si on fait référence, à la bataille, à la guerre actuellement entre les États-Unis et l'Iran. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Patron qui maîtrise ces sociétés. Donc ça, c'est effectivement un point clé. Et ces machines, en tous les cas, ces modèles, montrent quand même une puissance absolument incroyable. Et l'alignement, en fait, de ces modèles avec les valeurs démocratiques est un vrai sujet. Et donc, qu'est-ce qui maîtrise cet alignement? Les valeurs démocratiques, je pense qu'il faut bien rigoler là-dessus. Donc, juste pour enfin, je dis, faut être sérieux, c'est qu'on parle de la démocratie, mais ça, c'est du bullshit. Voilà, je vais allons-y directement droit au but.
c'est d'abord derrière la sécurité intérieure et extérieure de l'armée américaine, dans des théâtres d'opération, dans des bases militaires à l'extérieur, qui motive d'abord cette suspension des derniers modèles d'anthropique. La démocratie, je pense que ça, c'est secondaire et je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne pourrez être que d'accord avec ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est toujours bien beau de prononcer ces mots-là, ça fait joli, mais je suis désolé, faut rester froid et direct dans ce genre d'analyse et de prise de décision quant à ces outils très, très puissants. Est-ce que c'est effectivement les équipes d'ingénieurs qui travaillent sur les modèles ou c'est un consortium qui travaille avec les États pour déterminer ce qui est possible? Donc, en ce Un sens, vrai c'est sujet, il y a effectivement. éthique dont Et on c'est débat d'ailleurs en ce que ce moment. l'Europe, et c'est d'ailleurs ce que l'Europe a déclaré avec l'IA Act. L'IA Act, c'est exactement ça, c'est-à-dire une régulation qui met des limites et qui n'est pas là pour bloquer, mais qui est là pour encadrer l'innovation. Donc ça, c'est un point clé. Oui. Après, la seule chose, c'est que dans cette décision, et comme on l'a dit déjà, Anthropic apparaissait ou apparaît comme quand même le meilleur élève de la classe. C'est-à-dire qu'il a toujours pris position sur. Il a refusé de travailler avec le Pentagone, notamment, ce qui fait dire à certains qu'il y a une forme de représailles de Donald Trump vis-à-vis de Dario Amodei. Il a refusé que ces modèles soient utilisés pour des écoutes de masse aux États-Unis, dans la guerre pour utiliser des armes létales. Donc, il apparaissait comme le meilleur élève de la classe sur ces sujets-là. Il se trouve que dans ses équipes, il a embauché 3 personnes de chez Biden, qui sont des proches conseillers de l'administration Biden. Et donc, on ne peut pas. Oui, c'est bien de réguler et de vérifier, mais on ne peut pas se dire que dans cette décision extrêmement brutale de vendredi soir, il n'y ait pas une prise de position politique de Trump. Rétorsion politique, vous dites. Rétorsion politique face à cette entreprise qui clairement est anti-Trump. Et c'est là où il y a un danger. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis pas sûr, parce que quand on regarde, alors on ne saura jamais véritablement, mais le fait que ça apparaisse 2 jours avant le G7, que Trump, en fait, qui arrivait normalement, il y a 24 heures, il arrivait en position de faiblesse. Ça fait 20 fois qu'il annonce un cessez-le-feu. Il n'était pas sûr de venir, d'ailleurs. Il n'était même pas sûr de venir. Là, on est tout heureux qu'il vienne, mais il arrive en position de force. Tout le monde ne sera que à ses pieds pour dire, mon Dieu, vous ne pouvez pas nous faire ça. Sur le sujet d'Amodei, en fait, là, je suis partagé, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme Apple qui, rappelez-vous, avait interdit au FBI l'accès à son iPhone quand un terroriste, je crois, à Los Angeles, il y a quelques années, avait utilisé. Mais je pense que oui, il y a sûrement un petit peu d'éthique, il y a sûrement aussi beaucoup de marketing, parce qu'aujourd'hui, ça fait vendre d'être considéré comme le modèle le plus éthique. Je rappelle quand même qu'Anthropic est au cœur de Maven, qui est le système de positionnement et de tasking de l'armée américaine et qui a été utilisé massivement pour la première fois fin février en Iran. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de régulation parce qu'il n'y a pas ceux qui régulent avant. Je crois que... Donc, vous voyez bien que ce qu'il vient de dire, alors, j'ai oublié son nom, mais je suis un peu plus d'accord avec ce qu'il vient de dire, contrairement à ce que cette dame a prononcé tout à l'heure, dans le fait que Anthropic, enfin, que le gouvernement américain était allé comme ça dans une forme d'autorégulation et que Anthropic, effectivement, ne voulant pas donner l'accès total à son infrastructure auprès du gouvernement américain, faisait office de bon élève. Ok, certes, pour cette partie-là, par rapport à OpenAI, où on voit bien que OpenAI a totalement collaboré avec le gouvernement américain, mais toujours est-il que la partie éthique, l'IA, ça viendra après. Après que le gouvernement américain, ici en l'occurrence, aura bien utilisé ou bien se sera assuré que, en termes de capacité et en termes de connaissance, de maîtrise totale du parcours de ces outils-là, qu'il a la maîtrise totale. Et tant que le gouvernement américain n'aura pas une certitude ou bien une estimation très très forte de sa maîtrise sur ces outils-là, on aura de temps en temps des décisions comme ça où un matin, vous allez avoir votre modèle côté Anthropic ou un autre géant américain, Google, ou un autre modèle demain qui sera débranché. Parce que il faudra que d'un point de vue militaire, d'un point de vue de sécurité et de défense nationale, que un modèle puisse d'abord
avoir l'aval total des services secrets américains, tout simplement, avant d'être lâché comme ça dans la nature pour tout utilisateur dans le monde entier. C'est vraiment le cœur central qui motive cette décision-là. Tout le reste peut être également vrai, voilà, l'aspect régulation, l'aspect de contrôle, l'IA Act, le fait de freiner, mais on voit bien qu'aussi derrière l'enjeu de cette décision-là, il y a un aspect évidemment géopolitique avec la venue de Donald Trump pour le G7. Donc, ça montre encore une bonne fois pour toutes que c'est surtout d'abord un aspect de défense, de sécurité, de pouvoir, de souveraineté, de dépendance ou d'indépendance qui motive cette suspension-là. Et non la partie angélique de régulation ou de démocratie qu'on voudrait nous mettre derrière avec l'éthique, la morale dans l'IA. Non, faut, les amis, je pense que faut rester sérieux. En fait, il y a une grande similarité entre ce que fait la Chine et les États-Unis. Je m'explique. La Chine, comme les États-Unis, laisse émerger des géants. Et ils ont tous les deux, malheureusement la Chine parce que c'est un pays autoritaire et aux États-Unis aussi, des gens dans l'administration qui ont une connaissance extrêmement fine et qui se racontent pas d'histoire sur le véritable niveau de performance de ces modèles. Et une fois qu'ils arrivent, qu'ils ont créé en fait ces 1000 fleurs, pour prendre une mauvaise référence historique, eh bien ils commencent à couper des têtes lorsque certaines fleurs soit les dépassent, peut-être pour des raisons de politique, soit parce qu'ils sont trop performants. L'Europe fait véritablement la régulation la pire qui soit. Alors, si vous avez bien compris son analogie, ça rejoint bien ce que j'ai dit précédemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États-Unis comme la Chine doivent d'abord s'assurer qu'ils maîtrisent l'intégralité des capacités de ces outils-là avant de réguler. Le fait de couper des têtes, comme dans les millefeuilles, enfin un certain nombre de fleurs, c'est parce que d'un point de vue militaire, on va bien maîtriser la puissance de feu, de frappe de ces outils-là et laisser maintenant, enfin réguler, donc donner au public, à l'ensemble des citoyens, l'utilisation, l'usage au quotidien, parce qu'on on saura que, bah voilà, de toute façon, in fine, on a déjà cadré le périmètre en fait, d'accord? Ce qui ne pourra qu'être laissé au public, ce sera uniquement une partie commerciale qui ne va pas en aucun moment, en aucun cas, déranger les, les envies du pouvoir militaire, et ben, étatique, du politique, tout simplement. C'est surtout ça qu'il y a derrière. Voilà. Et maintenant, là où l'Europe viendra uniquement, donc, enfin, fait plutôt d'emblée la régulation, mais sans avoir compris déjà au préalable toute la puissance de l'outil ou d'avoir été capable d'aller comprendre où est-ce que l'outil était quasiment en position de frappe avant de réguler. Donc il y a quand même une stratégie un peu, enfin plutôt c'est l'inverse de ce qui se passe euh, en Chine et aux États-Unis. Et c'est là où particulièrement, on a déjà constaté ça à maintes reprises sur plusieurs technologies entre l'Europe et les États-Unis. C'est ce qu'il vient de dire en fait, et je pense qu'il va terminer là-dessus. C'est-à-dire on régule avant même que notre serre, nos plantes. J'en veux pour preuve cette histoire de Mistral, qui pour moi est dramatique, parce qu'on pense, je suis sûr qu'aujourd'hui on demanderait à 90% des Français qui connaissent le mot Mistral, et je pense que c'est devenu un nom assez commun dans l'opinion publique, ils pensent qu'on est leader mondial. Ce n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, Mistral aujourd'hui est en train de s'orienter plutôt vers de l'infrastructure, des data centers, plutôt que les modèles frontières. C'est ça qu'il faut qu'on change en Europe. Isabelle. Je suis absolument pas d'accord. Parce que je pense qu'il est absolument essentiel de mettre des contraintes pour innover. Il est absolument essentiel pour que l'innovation progresse dans le bon sens et dans le bon alignement d'une démocratie, d'une protection des consommateurs. Je ne dis pas l'inverse. Il est absolument essentiel qu'il y ait un RGPD, il est absolument essentiel qu'il y ait un IA Act et que ces règles, ces garde-fous, et d'ailleurs certains
grands exécutifs américains le réclament. Oui, C'est-à-dire, après avoir créé leur leader. Il est beaucoup plus sain de mettre des frontières avant pour que l'innovation les prenne intrinsèquement dans leur moteur initial, plutôt que de... Je crois que l'histoire est... Alors, le problème, c'est que, d'après l'histoire, on peut constater que l'Europe met, si on va dans ce sens-là, beaucoup plus de régulation dès le départ, contrairement aux Américains, aux Chinois qui ne se fatiguent pas avec ces règles-là, quasiment, qui laissent faire, qui laissent pousser l'innovation, et après on va réguler parce qu'on aura bien sûr la possibilité de contrôler le bébé entre guillemets, et donc de s'en assurer que on a assez suffisamment vu de cas d'usage de la technologie, et donc mettre maintenant des garde-fous, d'accord, des safeguards pour contrôler d'autres aspects néfastes aux mains des personnes mal intentionnées. C'est surtout dans cette logique-là que travaillent les Américains, et là où en Europe, dès le départ, on met tout de suite en fait assez trop, je dirais de toute façon, assez trop de contraintes qui, in fine, ne facilitent pas ou phagocytent quelque part l'innovation des géants, des prochaines start-up. Et donc, c'est deux approches totalement différentes, et c'est ce qui fait que vous avez toujours ce petit décalage ou ce grand décalage, d'accord, entre les startups américaines, qui sont mondiales, et des startups européennes qui, malheureusement, n'y arrivent pas. Et aussi, il y a la vision du politique derrière, forcément, d'accord. C'est vraiment la différence fondamentale entre les deux approches. Rempli de gens qui plutôt étaient... que de faire une censure a priori. Mais Isabelle, est-ce que le RGPD n'a pas complètement volé en éclats avec l'émergence, l'explosion de l'IA, qui sont quand même des autoroutes pour envoyer toutes nos datas aux États-Unis, au travers d'Anthropic, au travers de... Je pense que le RGPD est un élément absolument crucial pour les entreprises françaises et surtout pour la protection des citoyens. Et si vous allez dans la rue et que vous posez la question sur l'utilisation des données à tous les citoyens que vous croisez, ils sont extrêmement soucieux. Et je pense que c'est un élément clé. Et je ne suis absolument pas sûre que ça soit ça qui ait bloqué l'innovation, bien au contraire. Je voulais qu'on voit un peu les voies et moyens de répondre. Alors, les citoyens, je suis un peu partagé. D'un côté, c'est vrai que pour le citoyen lambda, effectivement, la question des données, les données personnelles, déjà, sont... Enfin, les données personnelles sont importantes, évidemment, pour ce citoyen-là. Il a une certaine idée de l'importance d'avoir le contrôle sur ses propres données. Mais toujours est-il que, est-ce que, quand on voit le déploiement du RGPD ou GDPR, d'accord, la manière dont cette loi-là a été, cette norme a été appliquée en fait aux entreprises en Europe, est-ce que en termes d'efficacité, on peut réellement juger de cette efficacité in fine? Parce que vous voyez bien que déjà, si vous prenez les plus grandes entreprises européennes, la plupart, même du CAC 40, utilisent le cloud américain. Amazon, Google, Microsoft et tout le reste. Je pense que si réellement on fait un audit auprès de ces grands groupes-là, vous allez constater que bah, il y a des brèches. Et alors, dans l'esprit, oui, il y a la loi et puis il y a l'esprit de la loi, d'accord? Il y a la loi dans son exécution et puis il y a l'esprit de la loi. Je dirais que dans l'esprit de la loi du RGPD, c'est une bonne chose. Mais le RGPD est aussi venu après que, par exemple, voilà, le cloud était déjà vraiment mature, très très mature. Et donc, ce qui confirme une fois de plus qu'il faut mettre des lois, mais qu'a posteriori, en fait, lorsqu'on a bien établi le périmètre de l'âge conséquent de la technologie pour laisser vivre en fait l'innovation. Et maintenant, en ce qui concerne l'exécution du RGPD, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire s'il faut vraiment confirmer son efficacité. Et ça, j'en suis pas sûr que ce que cette dame-là dit est vrai à ce niveau-là. De l'Europe, Thomas Kébine, dans votre rapport, alors on parlait beaucoup d'industrie dans votre rapport, là c'est l'industrie du numérique et de la technologie, mais que peut-on faire pour ne plus être les vassaux des États-Unis en termes
numérique. J'ai déjà répondu à cette question. Il faut deux choses. Bien sûr, de la volonté politique, mais d'un point de vue concret, il faut de l'indépendance énergétique, la construction. Donc, je vous donne les grandes lignes, hein. La construction de ses propres data centers, d'accord? Vous rapatriez les cerveaux capables de mettre sur pied ces infrastructures-là. Vous les payez. Voilà. Si je prends le contexte français, où on est taxé, enfin bref, vous le savez déjà, mais de la volonté politique, de, de la mise en œuvre des moyens colossaux pour la construction des data centers, du contrôle de son infrastructure, de son énergie et bien sûr de l'exploitation à fond de ces data. Vous regroupez l'ensemble de ces deux choses-là, la puissance combinatoire et l'exploitation des données, d'accord, l'usage de la donnée dans toutes ses valeurs possibles. Vous avez la construction des modèles frontières hyper puissants qui pourraient rivaliser avec les derniers modèles d'Anthropic tels que Claude Opus 4.8 et Fable 5 et Mythos par exemple. Voilà, c'est ça qu'il faut. Mais pour que cela soit mis en œuvre, il faut derrière que les politiques, ceux qui sont aux manettes, puissent prendre conscience de ces enjeux-là. Le programme, vous allez me dire, mais il nous reste un petit peu de temps pour le développer. On peut voir en tout cas les parallèles entre l'industrie traditionnelle ou les industries vertes et ce qui est en train de se passer avec la tech. Le premier parallèle qu'on voit, c'est notre discussion. C'est-à-dire qu'en Europe, on réglemente avant d'avoir une politique industrielle. Donc c'était le cas sur le véhicule électrique où on avait la réglementation la plus dure du monde sans avoir de politique industrielle, alors que les Chinois, eux, ont développé depuis 25 ans une politique pour avoir des véhicules électriques et ils ont adapté leur législation progressivement face aux avancées industrielles. Et là, on retrouve un peu la même chose. Donc, on a une réglementation qui est très importante, mais on n'a eu aucune politique industrielle, entre guillemets, au niveau de l'IA. Donc, on a en effet des symboles comme Mistral, mais quand vous regardez la chaîne de valeur de l'IA, les différentes strates de l'IA, on est complètement à plus de 90% dépendant des États-Unis. Mais est-ce que c'est pas utopique de se dire qu'on peut avoir toute la chaîne verticale? C'est justement... On peut peut-être demain c'est utopique, mais c'est quelque chose qui peut monter en puissance. Faut construire les briques progressivement. Et le risque, c'est juste d'avoir du packaging souverain, c'est-à-dire que on va dire cette solution est française ou européenne, alors que toute l'infrastructure derrière est américaine. Et donc là, il peut y avoir des solutions européennes. Par exemple, le propriétaire de Lidl a commencé à développer un cloud qui pourrait être un cloud européen. Donc certes, sur les modèles, certes, Mistral est en retard par rapport aux modèles de pointe, mais peut-être que si les Européens s'unissaient, on pourrait monter en puissance progressivement. Et donc, en fait, il faut reconquérir progressivement cette chaîne de valeur. Mais le gros risque, c'est qu'aujourd'hui, notamment la France, on soit un producteur d'électricité pour les modèles américains. C'est ça. Et donc, si on se souvient de ce que disait Arthur Mensch lors de son audition à l'Assemblée nationale, il disait que quand vous reprenez la chaîne de valeur de l'IA, l'électricité, c'est environ 10%. Et donc, nous, on va fournir cette électricité bon marché parce que c'est entre guillemets notre avantage comparatif, mais 90% de la valeur ajoutée sera produite ailleurs et en particulier aux États-Unis. Isabelle, le vrai sujet, à mon avis, c'est pas tant la régulation, c'est effectivement ce push qu'il faut faire sur la politique industrielle et ça tient à la politique de financement. On n'a pas en Europe une profondeur de financement qui permet à Arthur Mensch de lever 100 milliards de dollars. La politique industrielle à 27 États, je pense que avec tout un tas de problèmes que l'on voit déjà, sur lesquels l'Europe a du mal à s'entendre, en fait, toute l'Europe. Ici, en l'occurrence, l'IA, je ne vois pas, en fait, comment ça sera différent des autres sujets. Parce qu'il va falloir vraiment, si on entre dans un monde utopique pour moi, il va falloir vraiment que les 27 États, en l'occurrence, se mettent d'accord dans une forme de vision vraiment commune pour mettre sur pied une telle situation ou renverser la table. Mais je suis très négatif, très
pessimiste là-dessus parce qu'évidemment, donc tout simplement à 27, je ne vois pas comment ce sera possible. Voilà. Quand on sait très bien tous les problèmes et les politiques, nationales, intérieures, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin, l'Italie par exemple ou l'Espagne, on voit bien que, ces pays ne sont pas alignés justement sur ces enjeux-là. Voilà, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes visées politiques, donc les enjeux de domination et de compétitivité, tout cela, voilà, trop de contraintes, trop de frictions pour moi, selon moi, qui font que, je ne vois pas, d'ici demain, l'Europe ou la France particulièrement, un pays isolé de l'Union européenne, vraiment s'en sortir, là-dessus. Mais bon, pourquoi pas, hein, on verra dans l'avenir, mais je vous parie que ça ne va pas se faire. Voilà. Ou 100 milliards d'euros. C'est ça le nerf de la guerre. C'est comment les Européens vont arriver à un moment donné à se coordonner pour créer des consortiums financiers et industriels. C'est pas le RGPD qui bloque, c'est la profondeur financière. On a les talents, et Arthur Manch en fait partie, on a les talents qui, d'ailleurs, pour certains, partent aux États-Unis. Ouais, mais les talents, ils sont plus là, hein. Les talents sont à l'extérieur, enfin, ou travaillent, enfin, plutôt sur des projets à l'extérieur. Mais les talents, je vous garantis que je le vois tous les jours, hein, puisque je travaille avec, bien sûr d'autres personnes, à l'étranger et les talents évidemment travaillent pour des grands groupes, ou des startups, à Londres ou aux États-Unis et en France, si vous êtes quasiment donc pour un salaire, de 100 K en tant que AI engineer, bah, en France, c'est pas profitable pour vous d'y rester, à moins que vous ayez d'autres contraintes, peut-être familiales, mais globalement, c'est pas intéressant. Donc des talents, de plus en plus, bien sûr, il y en a, mais ils sont surtout à l'extérieur ou enfin, travaillent sur des projets pour l'extérieur, mais pas pour, la France. Il nous manque aujourd'hui la capacité financière et une vision stratégique au niveau européen. Je crois qu'on est devenu le nouveau continent minier de l'IA. C'est-à-dire, chez nous, les gens viennent extraire des talents qu'on produit 1 million d'euros, je crois, pour l'État français directement, un diplômé de Polytechnique, et il y en a plein à Mistral, qu'on vient puiser, et on vient puiser de l'énergie bon marché, et comme vous le disiez, aujourd'hui, ça crée très peu de valeur sociétale, et ça enrichit les fonds émiratis dont on se félicite aujourd'hui à Choose France. Mais il faut aussi voir qu'il y a un aspect évacuation des autres, parce que les autres industries qui demandent beaucoup d'énergie, l'automobile, etc., les énergo-intensifs, les énergo-intensifs se retrouvent en concurrence avec ces gens-là. Je crois que, alors, je suis pas du tout d'accord sur le RGPD. Là, alors j'en veux pour preuve la Cour d'audit, la Cour des comptes européenne a fait un rapport là-dessus. Alors on le dit pas parce que c'est un peu le grand succès prétendu de l'Europe. Tout le monde est évidemment pour la vie privée. Mais ce que j'en appelle, c'est de la stratégie. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le RGPD, c'est qu'on a mis la barre tellement haute pour être en conformité sur les règles de vie privée, que qui c'est qui peut se permettre d'être RGPD compliant? C'est les grands. Et qui sont les grands acteurs? C'est les acteurs de la tech. Donc en fait, on a créé une espèce de barrière à l'entrée. À nouveau, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un alignement, bien au contraire. Mais je rappelle quand même, c'était un vieux cas d'école, Einstein, pacifiste, absolument convaincu, qui avec Szilard envoie cette fameuse lettre à Roosevelt en 1939, en disant c'est aux démocraties d'être leader sur une arme potentiellement épouvantable. Donc si nous ne sommes pas devant, nous ne pourrons rien réglementer. Juste un point pour qu'est-ce qu'on peut faire. Chaque fois que la BPI met de l'argent dans une société d'IA, entre 1 tiers et 50% va acheter des GPU de Nvidia. Déjà, essayer de consolider ce qu'achètent Yann Lequin, Arthur Mensch, Eleven Labs, les Polonais, les Allemands, etc. Et potentiellement faire émerger ce qu'on appelle des accélérateurs IA, c'est-à-dire ces nouvelles puces. Si on a une vision entreprise par entreprise, ça vaut pas la peine. Mais si on a une vision globale, ça, c'est de la politique industrielle intelligente. La deuxième chose, c'est effectivement inciter aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 ans
pour connecter un data center en Europe. Alors certains États américains commencent aussi à mettre des limites. La Virginie a mis un moratoire de 3 ans. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les zones qui sont autour de chez EDF, et je crois EDF le fait, autour des centrales nucléaires, pour faire des connexions en 3 mois? Je rappelle que les 106 milliards ou les 109 milliards annoncés au sommet IA en février 2025, on n'a pas commencé à couler le béton. Et troisième chose, arrêtons nos illusions. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais à force de dire qu'on est les meilleurs, qu'on a les meilleurs modèles, etc., en fait, on n'a pas ce sentiment d'urgence et on se réveille un vendredi soir à 17h21 en se rendant compte qu'on est à poil. Isabelle. Oui. Alors, c'est très bien ce que ce monsieur vient de dire, et je suis plutôt d'accord, bien sûr. Mais comme je disais, pour mettre cette politique en œuvre, bah, va falloir voter et décider à 27 États. Et ça va pas être facile. C'est surtout ça, en fait. Avoir une politique qui va dire que, bon, toi, État français, on va mettre autour des zones EDF, des data centers sur 3 mois d'intervalle, etc. Il va falloir que les autres États soient d'accord avec cette politique-là, cette visée-là, de potentiellement de faire de la France le premier pôle européen industriel sur ces questions-là. Voilà. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Allemagne, dans l'intérêt de l'Espagne, de l'Italie? Vous voyez? Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là derrière qui se cachent, mais dans la stratégie ou dans la mise en œuvre, voilà, c'est très clair, bien sûr. Sur le papier, ça peut marcher, mais d'un point de vue politique, évidemment, et de prise et d'accord, surtout de vision politique commune, ça, je pense que ça ne marchera pas, quasiment pas à ce niveau-là. Et je pense que le point sur les semi-conducteurs est un très bon élément, c'est-à-dire que ça fait 15 ans, 20 ans qu'il n'y a pas eu ni de stratégie ni de vision européenne sur ce marché-là. C'était un peu le parent pauvre. Personne ne s'occupait de ST électronique. Ouais. Enfin, c'était vraiment pas du tout un sujet. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre. Mais pour faire aussi bien qu'NVIDIA, ça ne se décrète pas. C'est 10, 15 ans. C'est un écosystème qu'il faut bâtir. Donc c'est effectivement ce point. C'est pas parce qu'on a les machines-outils qui permettent effectivement à NVIDIA de pouvoir produire ces puces qu'on est capable de produire ces puces, parce que c'est du nanomètre. C'est absolument extrêmement compliqué. Donc il faut non seulement avoir les talents, les machines-outils, et même lorsque TSMC tente de créer une usine aux États-Unis, il n'y arrive pas puisqu'il y a des problèmes de densité de l'air, etc. Donc c'est une très très grande complexité. Donc déjà, commençons par créer un écosystème. Et je suis d'accord avec André, il faut créer des consortiums, il faut rassembler les talents, il faut faire en sorte que tous les acteurs sur ces technologies se rassemblent et travaillent en réseau pour pouvoir petit à petit bâtir l'écosystème. Mais ça ne se fera pas en 2 ans. Bon, Thomas. Bien sûr, ça ne se décrète pas, mais quand vous voyez des politiques contradictoires ou des branches d'Alstom qui sont vendues, des parties d'Alstom qui sont vendues à General Electric aux Américains, bref, la manière dont les présidents successifs français ont dépecé l'industrie française pour vendre comme ça aux Américains, c'est un peu contradictoire avec ce débat sur la mise sur pied des géants français ou européens. Parce qu'in fine, derrière, vous voyez bien que c'est une politique qui va à l'encontre des intérêts d'un certain nombre de pouvoirs politiques en Europe. Donc, voilà. Sur le papier, ça fonctionne ou potentiellement c'est crédible, mais d'un point de vue mise en œuvre, et c'est là surtout la mise en œuvre, vous pouvez décréter des choses sur les plateaux télé, mais toujours est-il que sur le terrain, c'est là où ça coince. Voilà. Et des années comme ça, on a vu que l'État français ou les présidents français ont dépecé, je disais tout à l'heure, sans me répéter, l'industrie française. Voilà. Demain, Mistral, est-ce que ce ne sera pas le cas? Enfin, déjà, avec ce retard abyssal qui existe entre Mistral et les géants américains. Donc, allez, globalement, débat intéressant, mais je vous ai donné certains arguments que je voulais bien insister là-dessus. Et on va terminer juste ici avec cette dernière intervention et je vous dirai potentiellement s'il y a des choses encore à rajouter ou pas, ou sinon on se revoit la prochaine fois pour une autre analyse sur cette question de souveraineté
et d'importance capitale en matière d'intelligence artificielle. Quand on écoute effectivement tous les enjeux et les défis absolument majeurs, on se dit qu'il faudra 10, 15, 20 ans pour récupérer le retard, ça semble très compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas jouer plus rapidement avec nos atouts type... Alors, il y a aussi une question de la formation, de l'éducation qui n'a pas été évoquée. Aujourd'hui, l'éducation nationale est totalement à la ramasse. Ça, il faut repenser tout de suite. Enfin, depuis un certain temps, il faut réformer, même bien avant l'intelligence artificielle, mais d'autant plus, il faut réformer l'éducation nationale, d'accord, pour être aligné avec l'intelligence artificielle, avec la rapidité avec laquelle ces IA évoluent. Ça, on n'en parle pas. Vous voyez? Donc c'est toute cette question-là derrière qu'il faut avoir en tête dans ce paysage de reconquête de la place face à la course des IA auprès des géants américains et chinois. ASML. Bon, on a l'imprimante, on a la centrale, mais on a aussi l'imprimante en Europe. Donc, est-ce qu'on ne peut pas jouer de tension avec ces entreprises pour se faire respecter aussi par les autres empires? Non, mais ASML, c'est un atout très important pour l'Europe, mais ça suffit pas. De nouveau, quand vous regardez la chaîne de valeur de l'IA au niveau européen, il y a plus de 90% qui est qui appartient à des entreprises étrangères, enfin hors de l'Europe. Donc pour les 10 à 15 prochaines années, il y a un article intéressant de Rogoff qui était avant chef économiste du FMI et en fait il montre que si vous, il prend le point que demain, quand vous regarderez la hiérarchie des États d'un point de vue économique, le grand risque pour l'Europe, c'est de jouer en seconde division. C'est-à-dire qu'il y aura les grandes puissances comme les États-Unis. Je pense que ce monsieur est déjà en retard. L'Europe joue déjà en seconde division. Il y a un temps de retard qui n'a pas été actualisé. Je vous dis déjà tout de suite, au vu de ce qui se passe dans le monde entier et de la veille technologique que je fais tous les jours, je vous garantis que l'Europe joue déjà en seconde division. Et pour plus de raisons que j'ai citées précédemment, mais simplement, il y a un manque cruel d'informations et de prise de conscience auprès des États européens et auprès également de la population, forcément, dans les journaux, dans les communiqués de presse et dans l'information même de la presse papier au quotidien. La Chine, peut-être la Corée du Sud ou le Japon qui posséderont l'IA, qui contrôleront une partie de la chaîne de valeur de l'IA. Et puis, vous avez l'Europe. Et donc là, de nouveau, on parlait déjà de ça sur les enjeux industriels, mais on voit bien qu'en fait, peut-être cette décision de vendredi de Donald Trump est une bonne nouvelle, entre guillemets, parce qu'on peut espérer un réveil européen. Mais bon, l'histoire... Et on l'espère. Bon, ouais. Dernier, très rapidement, question courte, réponse courte. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ces analyses, likez, abonnez-vous et partagez, évidemment. Je précise que j'ai conçu le premier agent français, d'accord, agent intelligent, qui permet de faire des requêtes, d'effectuer des requêtes sur des datas provenant de la plateforme des données publiques françaises, mais globalement de toute l'administration française, du service public en particulier également. Donc la prochaine fois, je vous présenterai cet agent intelligent. Je vous montrerai notamment comment il fonctionne et surtout, ce qui est essentiel pour moi, c'est de vous amener au cœur de la construction et de la mise en place des agents intelligents. Au quotidien, je travaille sur des systèmes très avancés sur la mise en place des agents intelligents. J'ai donc décidé de vous présenter une partie de ma connaissance, de vous permettre de comprendre comment utiliser ces outils tels que Claude Code pour développer des agents intelligents, notamment avec l'exploitation des données, d'accord, et surtout comment bien les intégrer dans vos écosystèmes. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois avec des notions bien précises sur l'implémentation. Je vous remercie, on s'abonne, on like et on se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.